toutes et à tous et bienvenue pour cette webconférence. Je suis Christophe Rochard, chargé de mission emploi à Pays Quartier de Nouvelle-Aquitaine, le centre de ressources sur le développement local en Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Laurence. Bonjour Christophe, bonjour à toutes et à tous. Je suis Laurence Liégeois, responsable du pôle cohésion à PQNA. Pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, PQNA, nos missions consistent à animer des réseaux d'acteurs, à les accompagner, ces acteurs, dans le décryptage des phénomènes et des dynamiques territoriales et puis dans l'appropriation des politiques publiques, notamment en direction des territoires les plus vulnérables et en particulier les quartiers politiques de la ville. Christophe, un petit mot sur le contexte de ce webinaire. Oui, deux constats que nous souhaitions vous rappeler avant de démarrer. C'est d'abord dire que l'insertion et l'accès à l'emploi restent une priorité majeure de la politique de la ville. Rappelez qu'au niveau national, le taux de chômage des jeunes actifs approche les 26% dans les QPV, alors qu'il est de 13,5% au niveau national. Et que cet enjeu majeur a été réaffirmé dans les contrats de ville 2024-2030, avec un volet développement économique emploi qui est prioritaire. Le deuxième constat, c'est les mutations à l'œuvre qui sont sur le marché du travail et qui se traduisent par plusieurs difficultés. Une difficulté d'abord à mobiliser les publics dans les dispositifs d'insertion, de remobilisation et de formation. Une difficulté à recruter dans de nombreux domaines. Et puis des professionnels de l'emploi, les acteurs du service public de l'emploi, des recruteurs, des DRH, qui se disent eux-mêmes parfois un peu perdus quant au rapport au travail des actifs et des jeunes tout en particulier. C'est donc dans ce contexte que Pays et Quartier de Nouvelle-Aquitaine a initié cette étude pour en savoir plus sur les phénomènes à l'œuvre dans les quartiers prioritaires autour de l'emploi et du travail. Et il s'agit de mettre à disposition des acteurs et des décideurs des éléments de connaissance et de compréhension qui reflètent la réalité et la complexité des enjeux locaux. Donc la finalité de cette étude, elle est bien de fournir des éléments pour orienter l'action de manière pertinente et mieux répondre aux enjeux et aux besoins des habitants et des territoires. Alors Laurence, est-ce que tu peux nous parler du webinaire d'aujourd'hui ? Oui, il s'intitule « Quel rapport au travail ont les jeunes des QPV ?» L'objectif de ce webinaire, il est double. C'est à la fois de vous présenter les grands enseignements de cette étude sur le rapport au travail des jeunes dans les quartiers, et puis aussi et surtout, j'ai envie de dire, de mettre en discussion ces résultats avec différents acteurs des territoires. Et donc, dans ce webinaire aujourd'hui, nous aurons 3 intervenants. D'abord, dans un premier temps, Jean-Philippe Guillemet, sociologue, consultant et formateur, nous présentera ces fameux enseignements de l'étude qu'il a conduite avec d'autres de ses collègues. Et puis, dans un second temps, il sera rejoint par deux témoins. Muriel Pécassou, directrice de la mission locale des Hauts-de-Garonne en Gironde, et Franck Roanne, qui est directeur des politiques contractuelles au Grand Villeneuvois en Lot-et-Garonne. Alors ce matin, vous qui nous regardez, vous êtes des décideurs, des développeurs dans le domaine de la politique de la ville, du développement territorial au sens large, mais aussi pour certains d'entre vous en charge de l'emploi, de l'insertion, de la jeunesse. Vous œuvrez au sein de collectivités, de services de l'État, d'associations aussi et d'organismes de formation. Bref, vous représentez la diversité des parties prenantes qui agissent et qui œuvrent auprès des jeunes et pour les jeunes sur les territoires pour favoriser leur insertion sur le marché du travail. On souhaite, Christophe et moi, que ce temps de webinaire soit pour vous utile dans votre action. Quelques petites précisions techniques avant de rentrer dans le vif du sujet. Ce webinaire est enregistré et vous pourrez retrouver l'intégralité de nos échanges sur notre site pqna-.fr, ainsi que des ressources qui seront valorisées. Vous avez la possibilité d'interagir tout au long de ce webinaire en posant vos questions à travers la messagerie instantanée de Teams. Et au fil de l'eau, nous pourrons prendre vos questions et essayer surtout d'y répondre. Le webinaire devrait s'achever au plus tard vers 12h10. Merci Laurence de m'avoir accompagné pour cette introduction.
et j'invite Jean-Philippe Guillemé à me rejoindre. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc Jean-Philippe Guillemé, vous êtes sociologue, formateur, consultant, et c'est vous qui avez mené cette étude sur le rapport au travail de la jeunesse dans les QPV pour PQNA. Et donc on va passer là peut-être 35 minutes à partager les grands enseignements de cette étude. Donc première question Jean-Philippe, dites-nous un peu quels sont les grands facteurs qui jouent sur l'insertion des jeunes. Alors, une petite information, tout d'abord Christophe, je n'ai pas réalisé cette étude tout seul. Absolument. Puisque je l'ai réalisée en duo avec Antoine Verritou, qui est lui-même sociologue au département de sociologie de l'Université de Bordeaux, rattaché au centre Émile Durkheim. Et puis pendant quelques mois, dans mon propre cabinet, a travaillé Elisa Gillotin, une jeune chargée d'études, qui a été mobilisée essentiellement sur la réalisation, on va dire à peu près, de la moitié des entretiens. Et je suis tout seul ce matin, puisqu'Antoine Verritou ne pouvait pas se rendre disponible pour ce webinaire. Donc, pour en revenir à votre question de départ, au fond, quand on regarde un petit peu l'ensemble, la totalité de la littérature sur la question de l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, il y a 4 grands facteurs qui doivent être présentés, bon là de manière très très succincte, et qui vont faire que les jeunes vont s'insérer plus ou moins rapidement. Là, je vais les présenter de manière indépendante les uns des autres, de manière autonome, mais bien évidemment, au fil de la présentation, tout à l'heure, on verra qu'un facteur peut avoir un impact sur un autre facteur. Alors, il y a des facteurs connus sur lesquels je vais passer très vite, puis il y a des facteurs plus méconnus sur lesquels je vais m'appesantir un petit peu plus. Donc, le premier facteur, alors qui est le plus connu, c'est ce qu'on appelle des facteurs personnels qui renvoient au fond à l'employabilité de la personne. C'est un peu un facteur spontané auquel on pense quand on réfléchit à l'insertion professionnelle des jeunes. Alors les jeunes, au fond, pour faire très vite, pour définir ce facteur en 30 secondes, les jeunes, ils ont une trajectoire scolaire plus ou moins longue qui va être sanctionnée par des diplômes d'enseignement général, d'enseignement professionnel, peu importe. Des fois, d'ailleurs, ils sortent du système aussi sans diplôme. Et au fond, ces diplômes font qu'ils sont plus ou moins employables sur le marché du travail. Vous avez des diplômes qui sont très pertinents en matière d'insertion professionnelle et d'autres qui le sont beaucoup moins. J'ajoute juste sur ce premier facteur que un des éléments qui caractérise la société française, c'est que, au fond, un jeune sur 2 va s'insérer professionnellement dans un domaine qui n'a aucun rapport avec les études universitaires ou professionnelles qu'il a suivies. Ça, c'est vraiment une caractéristique de notre pays. Le deuxième facteur, alors, qui nous amène au cœur des facteurs culturels, au cœur de la demande, au fond, d'études de PQNA, donc ce sont les facteurs culturels, et là, on est véritablement sur le rapport au travail. Quand on est sur le facteur culturel, on va essayer d'identifier les normes, les valeurs qui sont portées par les individus, qui sont intériorisées par les individus et qui vont les faire s'insérer plus ou moins facilement. Alors, je vais en détailler 4 de manière assez rapide. Vous avez des jeunes qui ont très fortement intégré la valeur travail. C'est ce qu'on appelle en sociologie l'éthique du travail. Ils ont une éthique du travail qui les conduit à vouloir travailler. Et si l'éthique du travail est très forte, ils sont même capables d'accepter des emplois pour lesquels ils n'ont pas été formés, des emplois qui peuvent être un petit peu déqualifiés. Ces jeunes-là, au fond, ils sont dominés par une volonté de s'intégrer par le travail. Le travail est défini comme une ressource, une opportunité pour s'autonomiser, pour s'émanciper et pour devenir grand et vivre tout seul d'une certaine manière. À l'inverse, au fond, il peut y avoir un deuxième facteur culturel un peu différent du premier, qu'on appelle la logique
et le sens de l'honneur, vous avez des jeunes qui, quand on va leur proposer des emplois, peuvent trouver que ces emplois sont un petit peu dégradants par rapport au parcours scolaire, par rapport au parcours universitaire qu'ils peuvent avoir fait, et donc ils vont avoir tendance un petit peu à les mettre de côté parce que ces emplois ne sont pas à la hauteur des diplômes qu'ils ont ou les niveaux de salaire ne sont pas nécessairement à la hauteur de leurs prétentions auxquelles ils aspirent. Troisième facteur culturel qu'on peut identifier assez facilement dans des entretiens, c'est ce qu'on appelle la culture de la pauvreté. Alors je donne un exemple très simple. Il y a quelques années, en 2021, je crois, avec Antoine Verretou, on avait réalisé une enquête sur le retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA. Et on avait fait beaucoup plus d'entretiens que dans cette étude-là, d'ailleurs. On avait fait beaucoup d'entretiens avec des personnes qui étaient au RSA depuis 4 ans et plus. Et on s'était aperçu que vous avez des personnes qui sont dans une culture de la pauvreté. Ça veut dire qu'ils n'ont plus, au fond, d'ambition de mobilité sociale, d'ambition de s'en sortir. Ils ont adapté leur niveau de vie, leurs besoins aux prestations, au fond, qu'ils reçoivent. Et ils sont, d'une certaine manière, enfermés dans cette culture de la pauvreté et ne font plus grand-chose pour essayer de s'en sortir. Puis le quatrième facteur sur lequel j'aimerais insister, c'est l'orientation spirituelle, plus précisément la religion. Je pense que c'est le dernier facteur culturel qui vient impacter l'emploi des jeunes. Si la question vous intéresse, vous avez tous les ans des rapports de l'Institut Montaigne qui mesurent l'impact du fait religieux dans les entreprises privées. Et aujourd'hui, on a, alors ça reste encore marginal, mais on le sent, on l'a rencontré d'ailleurs dans cette étude pour PQNA, on a des jeunes qui veulent absolument rester libres d'exprimer leur orientation spirituelle au travail, ce qui veut dire, alors pour le dire d'une manière relativement simple, les emplois publics en France où on est assujetti à la neutralité, c'est grosso modo 1/5 des emplois, c'est 5-6 millions d'emplois sur 25 millions de salariés, ben ils vont se couper de ces 4-5 millions d'emplois et ils vont privilégier leur insertion dans le privé pour pouvoir éventuellement exprimer leur religion au travail. Voilà un petit peu les 4 grands facteurs qu'on peut rapidement identifier pour commencer ce webinaire. Après, vous avez le troisième facteur, c'est ce qu'on appelle les facteurs d'opportunité. Je vais aller un petit peu plus vite. Je vais les présenter en 3 points. Facteur d'opportunité, le premier facteur, il faut déjà que localement, il y ait des offres d'emploi. Il faut que ces jeunes, au fond, qui recherchent des emplois, le territoire soit capable, les entreprises du territoire, publiques ou privées, soient capables de leur fournir des emplois. Si tant est qu'il y ait des emplois sur un territoire, deuxième élément, il faut que les jeunes soient capables de saisir ces opportunités, d'accéder à ces emplois. Et là, on voit très vite sur certains territoires qu'il va y avoir des freins à l'emploi. Alors j'en cite 2 ou 3 là, parce qu'on les retrouve de manière récurrente. D'ailleurs, c'est parfois même assez désespérant quand on est sociologue et qu'on fait ces entretiens, parce que c'est toujours les mêmes facteurs qui reviennent de manière un peu récurrente. Les problèmes de mobilité pour les jeunes, qui n'ont pas nécessairement le permis, qui n'ont pas nécessairement de véhicule, la problématique de la garde des enfants, qui se pose vraiment de manière forte sur certains territoires, et puis souvent, parfois, des problèmes de santé physique ou de santé psychologique. Alors, un territoire peut donc offrir des emplois, mais il y a des jeunes qui vont être freinés dans la saisie de ces emplois par ces freins. Et puis, le troisième élément qu'il faut ajouter sur ces facteurs d'opportunité, c'est la présence plus ou moins forte sur certains territoires de ce qu'on peut appeler l'économie illégale et informelle. Alors, tout de suite, je dis que l'économie illégale et informelle, c'est les petits boulots, au fond, qui ne sont pas déclarés. Il ne faut pas confondre ça avec le trafic de stupéfiants, qui est la partie la plus connue, qui rapporte aussi le plus, la plus visible, mais vous avez tout un tas de petits jobs
qui peuvent être faits et payés de manière de la main à la main. Et là, ce qu'on peut dire, au fond, c'est que cette économie illégale et informelle, elle peut avoir deux pôles. Soit elle peut fonctionner comme une économie d'appoint, qui ne va pas venir menacer le travail légal, le travail formel, et des jeunes qui travailleraient à temps partiel, par exemple, vont compléter un petit peu leur revenu par du travail au noir. Et puis le deuxième pôle, qui est beaucoup dans l'actualité médiatique aujourd'hui, ça va être des individus qui vont être totalement enquistés dans le travail illégal et informel, qui parfois peut rapporter des revenus relativement importants. Et là, vous avez une économie illégale et informelle qui menace le travail légal et formel et qui éloigne les jeunes de l'insertion professionnelle au sens où on l'entend habituellement. Le quatrième et dernier facteur, c'est les facteurs institutionnels. Au fond, on le verra tout à l'heure avec des représentants des territoires qui font de l'insertion professionnelle. Les individus, les jeunes en particulier, sont en relation avec des institutions. France Travail, les missions locales, des médiateurs, des éducateurs, enfin bref. Et là, on est sur, au fond, comment se passent ces relations. C'est très variable d'un territoire à l'autre. Et on est surtout sur la question comment les jeunes vont se saisir des opportunités qui sont données par les professionnels de l'emploi. Et les missions locales, par exemple, elles mettent en place tout un tas de dispositifs où les jeunes vont avoir la possibilité de construire un projet professionnel et de mettre en place une stratégie pour essayer de s'insérer. Donc là, on est vraiment là-dessus. Est-ce que les jeunes, au fond, profitent, entre guillemets, de ce qu'offrent les partenaires de l'emploi pour se construire un avenir, un destin, ou est-ce qu'ils sont là, comme ils pourraient être ailleurs, en fait, sans profiter des bénéfices qui sont apportés par ces institutions. Voilà, grosso modo, un petit peu les 4 facteurs qui commandent l'insertion professionnelle. Et l'objectif de ce travail, bien évidemment, ça a été de voir, sur les quelques entretiens que nous avons pu réaliser, quel est le facteur qui joue, ou quels sont les facteurs qui jouent, ou comment se combinent, au fond, ces 4 facteurs. Merci Jean-Philippe pour cette première intervention. J'insiste là auprès des participants. Votre propos là, introductif, il est très important parce qu'il dicte la suite de l'étude. Donc, en résumé, il y a 4 facteurs qui déterminent l'insertion professionnelle et sociale des jeunes. Et il y en a un qui est singulier, c'est le facteur culturel parce qu'il est en lien plus étroit avec le sujet de l'étude, la question du rapport au travail. Quand on regarde aujourd'hui ce qui s'écrit sur le rapport au travail des jeunes, dans les médias, etc., au fond, c'est que les jeunes aujourd'hui auraient d'une certaine manière moins envie de travailler que les jeunes des années antérieures et que surtout les adultes aujourd'hui. Mais là, c'est le facteur culturel qu'on va explorer tout à l'heure. On va voir si, dans notre étude, on confirme au fond cette notion un petit peu médiatique. Puis on verra qu'on a aussi d'autres études que nous, on n'a pas faites qui permettent d'éclairer cette problématique. Alors, je vous propose d'enchaîner et de passer en quelques minutes sur la démarche méthodologique pour que les participants à ce webinaire comprennent bien comment vous avez travaillé, comment vous avez déroulé cette étude dans les territoires. Très bien. Alors écoutez, donc, quand on a répondu à cet appel à projet là, de PQNA, le vôtre, on a proposé 3 intentions méthodologiques. La première, je ne vais pas épiloguer, elle se comprend facilement. Pour mesurer quelque chose d'aussi subjectif que le facteur culturel, on ne peut que mettre en œuvre une démarche qualitative. Et donc, on a proposé à PQNA de mettre en place des interviews ou des entretiens semi-directifs avec des jeunes. On s'était fixé les jeunes au sens de l'Europe à partir de 16 ans, 18 ans jusqu'à 30 ans et non pas simplement 25 ans. Alors des entretiens semi-directifs, ça veut dire quoi ? Je viens de présenter les 4 facteurs de l'insertion. Ça veut dire que nos entretiens menés avec les jeunes, ils abordaient successivement en fait ces 4
ces 4 facteurs, c'est-à-dire on parlait employabilité, trajectoire scolaire, diplôme, on parlait de leur rapport au travail, on parlait de leur capacité ou incapacité à saisir les opportunités locales d'emploi, on parlait de leur relation avec France Travail, les missions locales, etc. Donc une étude qualitative, alors modeste, qui porte sur 32 entretiens, on le verra tout à l'heure. Alors, dans 4 territoires, j'y viens tout de suite. Notre deuxième intention, c'est que je ne sais pas quelles connaissances les personnes qui nous regardent ont des quartiers prioritaires, mais les quartiers prioritaires peuvent prendre sont dans des états relativement différents les uns des autres. On en a une image homogène alors qu'ils sont relativement hétérogènes entre eux. Donc on a voulu un petit peu maîtriser, on a voulu réaliser des entretiens en fait individuels dans des quartiers différents, dans des quartiers politiques de la ville différents, eux-mêmes inscrits dans des territoires différents. On a fait des propositions à votre comité de pilotage, PQNA et Christophe, et donc 4 territoires ont été choisis, que je présente très très succinctement là. Donc le quartier Bastide à Villeneuve-sur-Lot, on aura un représentant tout à l'heure de ce territoire pendant le débat, qui est un quartier au fond de centre-ville. C'est la première fois que j'allais dans ce quartier. C'est étonnant parce qu'on est vraiment dans un quartier historique de centre-ville. On ne se sent pas du tout dans un quartier politique de la ville. Donc ça, vous avez aujourd'hui d'ailleurs de plus en plus de centres-villes qui rentrent dans les QPV, tout simplement parce que les habitants ont des revenus relativement bas. Le deuxième quartier, alors qui ne ressemble pas du tout au premier dans lequel on a travaillé, c'est Beaubreuil à Limoges. Alors je dirais Beaubreuil à Limoges, il rassemble en lui-même tous les maux sociétaux auxquels on assigne souvent les quartiers prioritaires. Ce quartier de Beaubreuil, il me fait penser tout de suite à un ouvrage qu'avait écrit un collègue du département de sociologie, Didier Lapéronie, un ouvrage qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, qui s'appelait Ghetto urbain, au milieu des années 2000. Et donc c'est un grand quartier périphérique, à l'écart de la ville de Limoges, un peu ségrégé, où il y a des discriminations, un petit peu de violence. Là, on est sur l'image classique, au fond, du quartier prioritaire. On a aussi voulu travailler donc, juste à côté de Bordeaux, c'était pratique, à Bègles, le quartier Torres-Goéland, qui avait été choisi à l'origine par le comité de pilotage, parce que c'était un quartier qui, antérieurement, avait été dans la politique de la ville, en était sorti, et y était de nouveau rentré. En 2024. Voilà, en 2024. Et puis enfin, un petit quartier qui s'appelle Valette, à Bressuire, dans les Deux-Sèvres, qui est assez intéressant. C'est un tout petit quartier HLM, dans une zone rurale, mais avec une forte présence industrielle, alors des emplois relativement déqualifiés. Mais voilà, donc on a essayé au fond d'aller dans des endroits un petit peu différents, alors qui sont plus ou moins significatifs de la diversité des quartiers politiques de la ville. Et puis enfin, troisième intention, puis on en parlera tout à l'heure avec les personnes qui vont nous rejoindre, dans chaque territoire, on a réalisé ce que moi j'appelle un atelier de diagnostic partagé avec les acteurs professionnels. On leur a dit, voilà les résultats de notre étude sur votre territoire, vous en pensez quoi? Est-ce que vous vous reconnaissez dans le portrait que l'on dresse des jeunes ou pas du tout? C'est ce qu'on appelle en sociologie un principe de vraisemblabilité. Il faut que les acteurs se retrouvent un petit peu dans le principe de vraisemblance, pour être plus précis. Est-ce que notre étude leur paraît vraisemblable ou pas? Et puis donc on discutait de comment ils travaillaient, comment ils accompagnaient les jeunes qui se situaient qui fonctionnaient de telle ou telle manière. Voilà un petit peu les 3 intentions méthodologiques qu'on a essayé de tenir, je dirais, tant bien que mal. Alors une question sur le nombre d'entretiens, ouais. 30 entretiens, on pourrait se dire c'est peu. Pourquoi c'est représentatif? En quoi c'est sérieux sur le plan méthodologique? Alors 30, ouais. Voilà. En sociologie qualitative, il y a un principe qu'on appelle le principe de saturation.
qui nous explique qu'il faut avoir fait un certain nombre d'entretiens pour essayer de construire un ou des raisonnements généraux. Et avec 32 entretiens, alors pourquoi 32 ? 4 territoires, multipliés par 8, on ne s'est pas compliqué la vie. Donc on a essayé de réaliser 8 entretiens sur chacun de ces territoires. Et avec ce principe de saturation, là, 32, on est certain que les types qu'on va voir tout à l'heure, qu'on a mis au jour, tiennent la route, si vous voulez, en termes de... Mais bien évidemment, et puis c'était aussi, pour ne pas le cacher, lié au budget qui était alloué à cette étude. Donc, en résumé, sur la méthodo, des entretiens qualitatifs semi-dirigés avec des habitants, des jeunes habitants des quartiers. Filles et garçons. Et des entretiens collectifs, des réflexions collectives avec les professionnels de ces mêmes quartiers. Et puis 4 quartiers qui sont représentatifs de la diversité des quartiers de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, avant de passer à la suite et aux premiers enseignements, je précise que cette étude a été financée par la DRETS Nouvelle-Aquitaine et que c'est au départ la DRETS qui a initié cette réflexion sur le rapport au travail des jeunes dans les QPV. Donc on enchaîne avec finalement les enseignements. Qu'est-ce que cette analyse, qu'est-ce que ces entretiens, qu'est-ce que ces échanges avec les professionnels ont produit comme résultat? On va se donner là une vingtaine de minutes pour parler des typologies de jeunes demandeurs d'emploi dans les quartiers. Donc, pour que les personnes qui nous écoutent et qui nous voient comprennent bien notre travail, on a donc analysé les 32 entretiens en se posant la question suivante. Ce jeune, quel est le facteur ou quels sont les facteurs qui impactent au fond son insertion professionnelle ou qui n'impactent pas son insertion professionnelle. Et donc, chaque entretien a été passé à la moulinette, si je puis dire, si je peux m'exprimer ainsi, des 4 facteurs. Et à partir de là, on a pu construire avec Antoine Verretou une typologie des modes d'insertion professionnelle des jeunes qui comprend 7 types, au fond, de modalités d'insertion ou 7 types de trajectoires. Et là, je vais donc présenter ces 7 types de modalités d'insertion. Puis à chaque fois, je vais dire, au fond, je vais essayer de dire et d'être clair en répondant à la question suivante. Quel est le facteur qui joue? Quels sont les facteurs qui jouent? Puis surtout, quel est le rôle du facteur culturel? Puisque je vous rappelle qu'on était là pour essayer de mesurer un petit peu, d'identifier les facteurs culturels et de mesurer leur impact. Alors au fond, je vais développer de manière très succincte la typologie des 7 types devant vous. Et à chaque fois, on leur a donné un titre, bien évidemment, et je vais expliquer ce titre. Donc le premier type sur lequel je vais passer relativement vite, on l'a appelé l'insertion réaliste et programmée. Alors réaliste, on va le retrouver plusieurs fois, donc j'explique tout de suite ce que ça veut dire. Réaliste, ça veut dire que les jeunes ont des projets professionnels qui sont réalistes par rapport à leur parcours scolaire et qui sont réalistes par rapport aux démarches qu'ils mettent en œuvre avec, par exemple, les missions locales. Ce n'est pas des projets hors sol, c'est des projets qui paraissent tout à fait mesurés dans leurs intentions. Et puis, programmer, ça veut dire que, écoutez, dans ce type 1, pour nous, même si tous les jeunes ne sont pas en emploi, il n'y a aucun souci, demain, après-demain, leur insertion est programmée. Ça veut dire que leur insertion va se faire, et elle va se faire sous l'influence des 4 facteurs, je vais reprendre ça très rapidement, qui là exercent un rôle positif. Alors, je reprends, que les gens comprennent bien comment on raisonne. Sur les facteurs personnels, ces jeunes, ils sont employables. Il n'y a pas de souci. Sur les facteurs culturels, ils veulent travailler. Ils sont dans une éthique du travail. Ils veulent devenir autonomes financièrement, s'émanciper le plus rapidement possible. Troisième point, ils sont sur des territoires où il y a des offres d'emploi. Ils ne rencontrent pas de frein à l'emploi. Ils ont donc une capacité à saisir les opportunités. Puis quatrième point, ils ont d'excellentes relations
avec les missions locales. Tout à l'heure, on va recevoir quelqu'un là qui travaille dans une mission locale. Je peux le dire tout de suite, les missions locales, pour différentes raisons, sont très 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 appréciées par les jeunes, en tout cas dans l'étude que nous avons réalisée. On passe vite, ils sont sur des rails, ces jeunes, au fond. Donc des jeunes qui vont plutôt bien, qui ont les pieds sur terre et qui sont programmés pour s'insérer sur le marché du travail. Et qui ont un rapport au travail positif. Et les 4 facteurs impactent positivement leur comportement. Voilà, tout à fait. On enchaîne. Alors on enchaîne avec le type 2 qu'on a appelé donc l'insertion réaliste mais contrariée. Je reviens pas sur la définition de réaliste, je l'ai déjà connue, je l'ai déjà donnée. Contrariée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que très précisément dans ce type 2, l'insertion, elle va être freinée par les facteurs d'opportunité, essentiellement, je vais les définir rapidement, mais qui vont avoir un impact sur les relations des jeunes aux institutions. Alors au fond, ces jeunes, comme les précédents, et ça c'est important, ils sont dans une éthique du travail. Ils veulent travailler, mais leur insertion, elle est freinée. Alors, par 3 types ou 4 types de freins à l'emploi qu'on retrouve tout le temps, au fond. Ils ont des problèmes de mobilité, ils ont des problèmes en particulier pour les jeunes femmes de garde d'enfants, et ils peuvent rencontrer des problèmes aussi de santé qui les éloignent temporairement. Donc les emplois sont là, mais au fond, ils ne peuvent pas accéder à ces emplois. Ça n'est pas de leur fait parce qu'ils veulent travailler. C'est les spécificités, au fond, leurs spécificités, les spécificités locales, qui les en privent. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ce frein, cette difficulté peut éventuellement détériorer les relations aux institutions, parce que les jeunes, eux, ils sont mobilisés sur l'emploi, ils y croient, ils font des efforts, et ils peuvent avoir le sentiment que les partenaires locaux ne parviennent pas à contourner les freins qu'ils rencontrent pour accéder à l'emploi. Et donc, au bout d'un moment, pas tout le temps, mais ça peut arriver, leurs relations avec les institutions vont se dégrader parce qu'ils vont se dire, mais finalement, les institutions n'y arrivent pas, quoi. Nous, on fait des efforts et les institutions ne nous aident pas nécessairement. Ce qu'il faut bien voir, là, Christophe, dans ce type 2, c'est que le facteur culturel ne joue pas, bien au contraire. Ces jeunes, ils veulent travailler, mais leur insertion est freinée par des facteurs qui n'ont rien à voir avec le rapport au travail. Ok, donc là, je note un risque de découragement pour ces jeunes. Complètement. Qui sont vraiment, qui ont des bonnes dispositions pour y arriver, mais qui sont freinés par des facteurs différents, notamment d'opportunités. On passe au 3e type ? Tout à fait. Donc le 3e type, l'insertion réaliste, je ne reviens pas, mais bloqué. Alors là, vous voyez, on va un petit peu plus loin que contrarié. Contrarié, on peut se dire qu'un jour ça va le faire, mais bloqué, c'est bloqué, parfois c'est bloqué depuis longtemps. Donc là, l'insertion, au fond, elle est bloquée dans ce cas-là par 2 facteurs. Premier facteur, un grand classique, c'est que les jeunes sont très peu employables. Souvent, ils n'ont pas de diplôme, par exemple. Ils sont sortis du système sans rien, donc a priori, ils ont peu de biscuits à mettre dans leur insertion professionnelle. Mais dans ce cas précis, surtout, on va retrouver l'impact des facteurs d'opportunités qui deviennent des freins à l'emploi. Et alors, dans ce cas précis, on a des jeunes qui subissent une double discrimination. Alors, c'est leur discours, c'est d'après eux, mais confirmé par les acteurs professionnels dans les ateliers collectifs. Une discrimination liée au quartier, parce que le quartier en question n'a pas une bonne réputation, et une discrimination liée à l'origine, sous-entendu, l'origine ethnique. Et je me rappelle, j'ai interviewé un jeune de ce type-là, qui me disait, mon origine ethnique, elle est comme ça, j'y peux rien, j'ai la tête que j'ai. Par contre, la discrimination liée au territoire, j'envisage de déménager pour la mettre de côté. Comme ça, au fond, je n'aurai plus qu'une discrimination qui m'empêchera de travailler. Sur ce type 3, ce qu'il faut voir, c'est que le facteur culturel ne joue pas.
On a des jeunes là qui sont dans une éthique du travail aussi. Ils veulent absolument travailler, mais leur origine, leur territoire, leur faible employabilité fait que l'insertion est bloquée. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, ce sont des jeunes qui, à l'inverse du cas précédent, il n'y a pas de détérioration des relations avec les missions locales. Pourtant, je me rappelle d'un jeune qui galère depuis 1 an, mais il y croit toujours. Et il fait confiance toujours à sa mission locale parce qu'il a bien compris que contre la discrimination, la marge de manœuvre de la mission locale est relativement réduite. 4e type. Alors, 4e type, Christophe, faudra me dire où j'en suis en termes de temps. On est bien pour l'instant. On est bien, c'est parfait. Le 4e type, on l'a appelé donc l'insertion contestataire et alternative. Alors là, ça devient très intéressant par rapport à la commande de départ de PQNA, parce qu'on va être au cœur précisément de l'importance du facteur culturel. Alors, contestataire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des jeunes là qui tiennent des discours très organisés sur l'emploi, sur le travail, sur les entreprises, et des discours organisés autour de la contestation. Alors, j'ai mis là juste sur le document quelques critères. Ces jeunes-là, ils ont tendance à définir le travail comme un levier d'épanouissement personnel, comme un espace qui doit privilégier la liberté individuelle, au fond un petit peu au détriment de l'organisation collective. Là, on a des jeunes qui sont très mobilisés sur une revendication qui est apparue très fortement après la période de confinement liée à la Covid. Ce sont des jeunes qui veulent bien équilibrer leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Ils ne veulent pas de déséquilibre qui serait trop en faveur du monde de l'entreprise. Il y a bien souvent aussi derrière une critique de l'organisation du travail, des relations entre guillemets avec les petits chefs, des relations parfois un peu compliquées avec des salariés. Et puis, j'en ai parlé quand j'ai présenté les facteurs culturels, on a assez faiblement dans notre étude, mais on l'a rencontré et ça se développe, on a une revendication d'exprimer sa foi, sa posture, sa religion au travail. Alors là, vous voyez bien que le facteur culturel est fondamental et il va devenir un frein à l'insertion professionnelle parce qu'il y a des jeunes qui vont mettre de côté tout un tas d'emplois parce que l'entreprise a mauvaise réputation, parce qu'on sait que les petits chefs sont pas sympas, parce que les horaires ne permettent pas de concilier vie professionnelle et vie privée, vie affective. Donc là, on est vraiment au cœur de cette étude. Pour donner un petit éclairage au-delà de notre étude, au printemps dernier, l'Institut Montaigne a sorti sa propre typologie sur les jeunes, mais sur tous les jeunes de France, et pas simplement les jeunes des quartiers prioritaires. Nous, on travaille à une échelle bien plus modeste, bien évidemment, puis en plus qualitative. Et l'Institut Montaigne appelle ces jeunes les frustrés contestataires, et à l'échelle nationale, ils représenteraient approximativement 10% des jeunes, donc qui contestent un petit peu l'ordre du travail. Donc là, le facteur culturel joue un rôle fondamental et déterminant, je dirais, pour la première fois, d'une certaine manière. Un facteur culturel déterminant et négatif. Et négatif, puisqu'il y a une sélection des emplois. Alors souvent, ce sont quand même, on peut le dire, des jeunes un peu moins jeunes que les autres. Là, on est plutôt chez des jeunes qui sont bien construits, ils ont déjà travaillé, etc. Je dirais 25-30 ans, et souvent ils ont du diplôme. Alors c'est intéressant parce que ça, on le trouve dans notre étude, et c'est confirmé par le rapport de l'Institut Montaigne, qui nous dit que ces jeunes frustrés contestataires sont plutôt des jeunes diplômés. L'étude de l'Institut, là, je la trouve intéressante sur le 10%. Ça montre que c'est pas une petite frange, c'est un volume très significatif à l'échelle nationale. Tout à fait. On enchaîne avec le type 5. Alors le type 5, c'est donc l'insertion différée. On va retrouver également là le poids très important
du facteur culturel, et on va voir qu'il a un impact sur les facteurs d'opportunité et institutionnels. Alors là, l'insertion différée, ce sont des jeunes beaucoup plus jeunes, voyez-vous, plutôt entre 18 et 25 ans, qui sortent du système scolaire, qui sont diplômés, qui peuvent être en tout cas diplômés, et qui se rendent compte, il est juste un petit peu tard, quoi, mais qui se rendent compte que le chemin qu'ils ont pris ne correspond en aucun cas aux attentes qu'ils ont pour leur vie professionnelle future. Autrement dit, ils ont été formés pour des jobs qu'ils n'ont plus envie de réaliser. Et donc, ils vont différer leur insertion professionnelle. Ils adorent les missions locales parce qu'ils vont profiter des missions locales qui vont les écouter, alors que souvent le système scolaire les a orientés sans les écouter. Et ils vont prendre un temps pour déterminer un nouveau projet professionnel et se construire une nouvelle orientation professionnelle et sociale. Et au fond, donc, ça veut dire, l'insertion différée, c'est qu'on remet en cause toute la trajectoire scolaire qu'on a eue jusqu'à aujourd'hui et que, en règle générale, on a plus ou moins subi. Il faut quand même le remarquer. Donc c'est une typologie qui traduit quand même une orientation qui n'a pas été efficace, ouais. Mais qui... pas choisie aussi des fois. Absolument subi, mais qui laisse aussi la porte à des parcours, la porte ouverte à des parcours positifs, mais un peu plus tard dans leur vie, quoi. Et alors je crois que je le dis un peu comme ça à un moment donné dans l'article. Là, la mission locale, c'est l'école de la deuxième chance. C'est-à-dire, au fond, ces jeunes ne sont pas satisfaits du diplôme qu'ils ont obtenu et de ce que ça leur offre en termes de capacité d'insertion, et ils remettent le compteur à zéro d'une certaine manière, et ils vont avoir le temps de se poser, de réfléchir et de se construire une orientation. Alors tout ça a un impact sur... cette posture culturelle, elle a un impact sur les facteurs d'opportunité. C'est que les offres d'emploi sont mises de côté, c'est pas le souci. Par contre, ils vont saisir toutes les offres de stage et de formation qui vont leur permettre éventuellement de se construire un nouvel avenir. Et ils adorent, c'est un impact sur les facteurs institutionnels, mais positif. Ils adorent les missions locales parce que les missions locales les accueillent, les écoutent, leur donnent la parole et leur disent au fond, vas-y, t'as le temps, essaye de te construire un projet professionnel et d'y aller, on est là pour t'aider. Donc on a ici un rapport aux institutions qui est assez positif et qui là est tout à fait positif. Allez, le type 6. Alors le type 6, l'insertion, donc on l'a appelé irréaliste et problématique. Alors du coup, je vais donner une définition de l'irréalisme en m'appuyant sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire que ces jeunes, ils ont des ambitions, quand ils en ont, qui sont irréalistes parce qu'elles n'ont aucun rapport avec les trajectoires scolaires qui ont été mises en œuvre. Ils ont des projets qui évoluent d'ailleurs entre pas grand-chose et des choses complètement, devenir mannequin, diriger une agence de mannequinat, etc. Et c'est les entretiens les plus terribles, tristes un petit peu, qu'on ait fait. Et leur problématique, ça veut dire que ces jeunes, pour l'instant, ils sont sans issue. Leur insertion est vraiment problématique. On ne sait pas, au fond, personne ne sait, et eux-mêmes ne le savent pas, où ils se dirigent. Donc là, cette insertion irréaliste et problématique. On trouve, il y a plusieurs facteurs qui jouent dedans. Souvent, ce sont des jeunes faiblement employables, qui même sont sortis du système avec des diplômes très déqualifiés ou alors, au fond, sans diplôme. Culturellement, ils ont de très très faibles discours sur le travail, contrairement au type 4 contestataire, par exemple. C'est très 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 compliqué de les faire parler du travail, de l'organisation du travail. Ils sont beaucoup plus perdus qu'autre chose. Et en termes de facteurs d'opportunité, comme ils sont perdus, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Et à la différence
ils ont un point commun avec le type 5, c'est qu'ils laissent de côté les offres d'emploi, mais ils ont un point qui les distingue par rapport au type 5, c'est qu'ils laissent de côté aussi les offres de stage et de formation parce qu'ils sont perdus et ils ne savent pas du tout où se diriger. Et on termine avec le dernier type. Ouais, qui doit être le 7e, si on a bien compris. C'est ça. Donc l'insertion perdue de vue, alors là on inverse, c'est la face inversée du type 1 qui était l'insertion réaliste et programmée. Les 4 facteurs jouent de manière négative. Ce qui veut dire que, au fond, on a des gens là qui sont peu employables. On a des gens qui ont un rapport au travail négatif. Alors là, il faut le dire, qui est le fruit d'une déception, parce que certaines personnes ont essayé de travailler, de s'insérer, mais elles n'ont pas reçu de réponse à leur CV. Elles ont eu des expériences professionnelles un petit peu compliquées, notamment sur le plan de la hiérarchie. Et donc, du coup, elles deviennent démotivées culturellement par rapport au travail. Elles ne valorisent plus le travail. En termes d'opportunités, on est fatigué, donc il n'y a plus de recherche d'emploi. Et souvent, le rapport aux institutions n'est pas très apprécié, est un petit peu difficile, parce que quand même, les institutions vous rappellent que vous êtes là pour essayer de vous insérer et vous avez perdu de vue votre insertion. Alors, il y a peu de cas comme ça, mais c'est quand même des cas qui existent. Qui existent, ok. Donc, on a vu ces 7 types. Merci Jean-Philippe pour ce spectre, cette peinture qui a été posée sur la typologie des jeunes. Comment on pourrait... qu'est-ce qu'on retient de tout ça là? On a une diapositive à passer sur le sujet. Oui, tout à fait. De manière synthétique, parce qu'après on va enchaîner. Je crois on peut retenir au fond 3 points. Le premier, c'est que dans ces entretiens, on a bien trouvé, alors c'est ce que je vais appeler là, un rapport au travail exigeant, qui freine et retarde l'accès à l'emploi. On a bien trouvé dans cette étude des jeunes qui ont un discours très critique par rapport au travail, par rapport au monde de l'entreprise, qu'ils remettent un petit peu en cause. Ils n'ont pas forcément envie de travailler dans certaines entreprises. Ça va un petit peu dans le discours ambiant, au fond, qui est dans les médias, mais c'est quelque chose quand même d'assez mineur dans la typologie, puisque rappelez-vous, c'est le type 4 précisément, contestataire et alternatif. D'ailleurs, je le dis tout de suite, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Alternatif, ça veut dire que des jeunes, au nom de cette contestation du marché du travail tel qu'il existe, vont fonder leur propre association ou leur propre entreprise pour échapper précisément au carcan un petit peu du travail tel qu'il est organisé. Donc, on a bien ça dans une partie des jeunes. Nous, dans notre étude, on ne peut pas dire dans quelle mesure, mais l'Institut Montaigne nous dit, au fond, c'est grosso modo 10% des jeunes. Après, le deuxième point, et ça, c'est vraiment un point sur lequel je veux insister, parce qu'il me semble que ça caractérise notre étude, c'est que nous, on a rencontré beaucoup de jeunes qui sont dans une éthique du travail, qui ont un rapport au travail volontaire. Ils souhaitent travailler pour tout un tas de raisons, mais si le facteur culturel était seul à jouer, ils s'inséreraient sans problème. Mais le facteur culturel va être contrecarré par des facteurs d'opportunité qui se transforment en frein à l'emploi. Et là, on retrouve de manière un peu systématique la mobilité, la santé, la garde des enfants. Voilà. Et alors ça, c'est un résultat, ce rapport au travail volontaire, qui va un petit peu à l'encontre de tout ce qui se dit aujourd'hui sur les jeunes de la génération Z, au fond, qui, je vais reprendre c'est le titre, on en a parlé quand on a préparé ce webinaire. La revue Sciences Humaines vient de sortir son dernier numéro qui porte sur le rapport au travail. Donc j'invite les gens qui nous regardent et qui nous écoutent à lire ce dernier numéro de Sciences Humaines. Et le titre de la revue, c'est « Tous feignants, point d'interrogation ». Bon,
Vous voyez, ce point-là, un rapport au travail volontaire, nous, on n'a pas particulièrement trouvé dans les jeunes qu'on a interviewés qu'ils étaient feignants et qu'ils étaient dans une posture négative par rapport au travail. Puis le troisième point, je vais vite, vous m'avez fait une réflexion là-dessus tout à l'heure que j'ai confirmée, c'est que ce rapport au travail, il peut bien évidemment se dégrader avec le temps. Et il y a deux risques. Je vais m'appuyer là sur quelques entretiens pour illustrer ces deux risques. Vous avez des jeunes qui peuvent être dans une éthique du travail, et puis au fil des lettres de candidature, des CV dont ils n'ont jamais de retour, vont s'enquister petit à petit dans une logique de la démotivation du travail. Donc au fond, plus la période d'insertion est longue, plus ça peut provoquer chez des jeunes une démotivation. Et puis il y a un autre risque, et là je pense à un jeune particulièrement qui était sur un fil ténu. Il était dans une éthique du travail, il n'arrivait pas à s'insérer, et il faisait des petits jobs sur son territoire, au noir, pour compléter au fond les revenus et avoir un niveau de vie qu'il estimait, lui, relativement digne. Et comme ça faisait longtemps qu'il attendait de trouver un job, on voit bien qu'il était sur un point de bascule dans l'économie informelle et illégale, mais de manière beaucoup plus durable et de manière beaucoup plus enquistée. Et ça, c'est un risque majeur de cette incapacité que va avoir un jeune à s'insérer sur le marché du travail. Merci Jean-Philippe pour cette présentation. On va tout de suite enchaîner avec nos deux témoins qui vont nous rejoindre sur le plateau. Et pendant qu'ils arrivent, moi ce que je retiens de ce que vous dites, Jean-Philippe, quand même, c'est que une des idées fortes de votre étude, c'est que les jeunes ont envie de travailler. Et une des conclusions principales, c'est que ça vient quand même briser beaucoup d'a priori, d'idées reçues qu'on a sur la jeunesse et qui sont véhiculées dans les médias. Et voilà. Alors ça, c'est effectivement ce que nous, on a trouvé sur les 32 jeunes, je le rappelle. Bien sûr, bien sûr. Très qualitatif sur 32 jeunes. On va voir comment nos professionnels voient les choses. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour Muriel. Muriel Pécassou, vous êtes directrice de la mission locale des Hauts-de-Garonne en Gironde. Bonjour. Et Franck Roine, vous êtes directeur des politiques contractuelles au Grand Villeneuvois dans le Lot-et-Garonne. Tout à fait. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Donc, première question à vous deux, et peut-être Muriel pour démarrer. Est-ce que vous pourriez nous décrire le contexte de votre territoire très rapidement, et les constats et les enjeux relatifs à la jeunesse que vous pouvez faire vue de la mission locale? Alors, la mission locale des Hauts-de-Garonne est une des premières missions locales, puisqu'elle a été créée en 1982 au démarrage, donc elle est ancienne, mais c'est une mission locale qui est atypique. Atypique dans le sens où elle intervient sur des zones très urbaines, avec 7 quartiers politiques de la ville, et ensuite sur des territoires semi-ruraux, semi-urbains et très ruraux. Puisqu'on intervient par exemple dans le Créonais, je ne sais pas si ça parle, mais voilà. Donc c'est une mission locale vaste, puisqu'on couvre 46 communes, et on accompagne plus de 3600 jeunes par an, sachant qu'on a à peu près 10 000 jeunes en contact et 1500 jeunes en premier accueil chaque année. Ce que je voudrais dire quand même au préalable, c'est par rapport à ce que j'ai entendu, c'est alors les missions locales, quelles qu'elles soient, la plupart ce sont des associations quand même, je tiens à le dire. C'est pas des institutions comme France Travail, etc. Ce sont des associations loi 1901 et qui ont quand même plusieurs principes. L'accompagnement global des jeunes. C'est-à-dire pour toute mission locale, ça c'est essentiel. C'est-à-dire qu'effectivement, on fait partie du service public de l'emploi, mais c'est un accompagnement global. On travaille autant sur les problématiques de logement, de santé, etc. Pas tout seul, on fait avec des partenaires parce qu'on ne sait pas tout faire. Donc, mais on fait avec des partenaires et la coopération est importante. C'est la proximité. Je vous parlais de notre territoire, pour être au plus près des jeunes, parce que c'est compliqué souvent en termes de mobilité, etc. pour eux. Nous, par exemple, nous avons 8 antennes, c'est-à-dire des lieux qui sont ouverts tous les jours, et 23
permanence, ce qui fait quand même plus de 32 communes couvertes. Donc ça, c'est essentiel aussi. Et c'est l'accueil inconditionnel, c'est-à-dire tout jeune peut être accueilli, quelle que soit sa demande, quel qu'il soit. Ça, c'est vraiment les principes des missions locales, de toutes et de la nôtre aussi. Alors, sur notre territoire, venons-en aux spécificités. Moi, je vous rejoindrai. Enfin, ce qu'on repère actuellement, c'est quand même de plus en plus de mineurs. Dans les accueils que l'on a, on a plus de 30% de mineurs maintenant qui sont en décrochage scolaire. Donc ça, c'est quand même assez nouveau et complexe. Donc on y reviendra sans doute après, avec des problématiques en matière de mobilité. Ça, c'est clair, ça revient systématiquement. Alors après, la mobilité, ça va être un peu différent si on parle des quartiers, et là on doit parler des quartiers que du fin fond des milieux ruraux, où là il y a réellement un problème de transport, etc. Mais au niveau des quartiers, c'est peut-être une autre approche qu'il faut avoir avec eux, mais il y a des difficultés aussi pour les jeunes que l'on accueille à sortir de leur quartier, même s'il y a le tramway, les bus, etc. à côté. Ça, c'est une difficulté importante. Difficulté aussi en termes de garde, on en a parlé tout à l'heure, de garde d'enfants, sachant que je viens de dire qu'on a de plus en plus de jeunes, et ce sont des mineurs, et que, ça m'interroge vraiment, on a de plus en plus de jeunes parents. C'est-à-dire que dans les premiers accueils, on a 30% de mineurs et 9% qui sont déjà parents. Ce qui veut dire que ça va être compliqué pour mettre en place un parcours après. Et ça, vraiment, ça interroge. Autre difficulté, ce sont des difficultés en matière de santé, plutôt de santé mentale. C'est la grande cause, mais ça fait déjà un petit moment que c'est ça, avec un isolement important des jeunes. Et autre très gros problème, mais alors là, on n'y arrive pas, quoi, c'est le logement. Il faut savoir que dans notre mission locale, il n'y a que 10% des jeunes qui sont en logement autonome. Tous autrement sont chez leurs parents, donc en termes d'autonomie, c'est quand même un peu compliqué. Dans la famille, chez des amis, en foyer, voire sans domicile fixe, mais ça veut dire qu'ils peuvent basculer à tout moment dans la précarité. Dans la précarité totale, c'est-à-dire se retrouver à la rue. Voilà, ça, ce sont vraiment les constats essentiels. Il y a d'autres freins, comme on dit, à lever, mais là, c'est quand même l'essentiel. Et alors, après, 30% de mineurs, je le disais, mais effectivement, mais je pense qu'on y reviendra, un problème au niveau de l'orientation qui est pas nouveau. Je suis assez ancienne au niveau des missions locales, mais là, il y a vraiment un problème sur l'orientation professionnelle et qui freine l'accès à l'emploi après. Merci Muriel pour cette première intervention. Donc, Franck, même question, le contexte du Villeneuvois et les constats et les enjeux qui sont posés sur la jeunesse. Alors en termes de politique de la ville, ça fait plutôt le contrepoint, le territoire sur lequel je travaille, par rapport à ce que décrit Muriel, par rapport au quartier de grands ensembles de la rive droite de la métropole bordelaise, parce que comme Jean-Philippe l'a dit tout à l'heure dans son propos introductif, le quartier de Villeneuve-sur-Lot, c'est un quartier qui est rentré relativement récemment en politique de la ville à l'occasion de la loi de 2014 et qui n'avait pas cette culture de ces 40 ans d'expérimentation, de travail partenarial dans les quartiers de grands ensembles, et ça en fait en quelque sorte un quartier un peu insaisissable, et en fin de compte ses habitants le sont aussi, parce qu'on n'a pas forcément de lieu de sociabilité clairement identifié, on n'a pas d'espace relais comme pourrait être un centre social, même un pied d'immeuble en fin de compte, qui est aussi un endroit où on sociabilise dans un quartier de grand ensemble, et c'est un quartier du coup qui en fin de compte, s'est paupérisé avec le temps, parce que dans ces villes moyennes, parce que Villeneuve-sur-Lot, c'est une commune qui a à peu près 21 000 habitants à l'heure actuelle, on a vu petit à petit le commerce disparaître, et en fin de compte, les gens qui habitaient historiquement dans le cœur de ville ont fini par le quitter, frappés par le rêve pavillonnaire qui a frappé à peu près toute la France dans les années 60. L'habitat s'est lentement dégradé, et finalement, ce sont les populations de travailleurs qui sont essentiellement des travailleurs agricoles,
en fin de compte, qui sont venus se loger dans le cœur de ville et qui ont constitué ce qui est du coup la base de ce qui est devenu un quartier prioritaire en 2014. Alors, par rapport à la situation des jeunes sur notre territoire, en fin de compte, on a à la fois des jeunes qui relèvent de la politique de la ville, mais qui relèvent aussi du rural isolé. Dans l'article que Jean-Philippe a rédigé suite à l'étude, il cite les travaux de Clément Reversé, si je ne dis pas de sottises, notamment sur ce que c'est cette logique de cassos, notamment, et d'abandonner du pays de cocagne, je crois que c'est ça le titre de l'étude. Et du coup, on se retrouve avec ces jeunes-là qui sont à la fois victimes de la stigmatisation qui peut être propre à un quartier prioritaire de la politique de la ville et qui en même temps se retrouvent dans des difficultés qui sont liées au monde rural, difficultés d'accès aux soins, difficultés aussi d'accès à la formation, puisqu'on se retrouve du coup sur un territoire qui est très mal desservi par les transports en commun, qui est à peu près à équidistance de Bordeaux et de Toulouse, mais qui se retrouve aussi bien isolé de Bordeaux que de Toulouse, parce que c'est 2 heures de part et d'autre, sans train, sans ligne de bus véritablement fiable, ce qui fait qu'en fin de compte, un jeune qui souhaiterait d'abord accéder à une formation poussée, disons, puis ensuite accéder à un bassin d'emploi riche en opportunités, se retrouve empêché en quelque sorte, d'une part par les difficultés propres à la mobilité et d'autre part par des difficultés qui sont induites, des problèmes de coût de logement, par exemple, Muriel en parlait tout à l'heure, et on se retrouve partant avec des jeunes qui se retrouvent un petit peu assignés à résidence, c'est ce qui fait aussi la logique des quartiers prioritaires dans une certaine mesure, et avec un contexte où finalement l'offre d'emploi s'est aussi beaucoup contractée ces dernières années et où les opportunités sont de plus en plus faibles en fin de compte. Voilà. Alors, je vous propose de poursuivre la discussion. On note en tout cas que vous avez des territoires à la fois différents mais avec des similitudes, avec de la ruralité classique et puis des quartiers en politique de la ville. Donc l'étude qu'on a menée avec Jean-Philippe, elle porte sur les QPV, mais la réflexion, on va le voir dans les conclusions, elle porte sur l'ensemble du territoire et que les jeunes issus d'une ruralité entre guillemets profonde, ça fait écho aussi à des jeunes qui habitent plus en ville, en centre-bourg, ou dans des quartiers politiques de la ville un peu traditionnels comme on a sur les Hauts-de-Garonne en Gironde. Donc je voudrais vous entendre vous, sur par rapport aux propos de Jean-Philippe, comment vous réagissez par rapport à cette typologie de jeunes demandeurs d'emploi et comment ça fait écho à aux jeunes que vous rencontrez sur votre territoire. Quelles sont les typologies qui vous ont le plus parlé ? Alors, oui, effectivement, le territoire des Hauts-de-Garonne, je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est politique de la ville depuis très longtemps. Hein, c'est un lieu mis au banc. Avec des ségrégations, je me retrouverais mieux au niveau de l'étude dans le quartier de Limoges, en fait. Hein, voilà. Moi, je me retrouve dans quand même pas mal de... Enfin, je sais pas moi, hein, mais les jeunes, je les retrouve dans pas mal de catégories. Alors, pas du tout dans la première, réaliste. Alors, il y a une spécificité quand même, hein, c'est que sur les Hauts-de-Garonne, il y a quand même un très faible niveau de qualification. Donc, quand on parle de personnes qui ont déjà des diplômes, etc., de jeunes qui ont des diplômes, c'est pas du tout le cas. Enfin, il y en a, bien sûr, heureusement, mais c'est pas la spécificité sur les Hauts-de-Garonne. Donc, à partir de ce moment-là, je me retrouve beaucoup plus dans les critères d'après. Je ne veux pas me tromper, mais mais c'est vrai que c'est plus dans réaliste qui se heurte à un cumul de handicap. Voilà, c'est plutôt les facteurs d'opportunité qui interviennent. Distendu, insertion différée, irréaliste, insertion problématique aussi. Un peu moins, mais c'est vrai que le 3 et le 4, le 2, le 3 et le 4 en particulier, on s'y retrouve. Au niveau de ceux qui sont dans l'insertion perdue de vue, il y en a, c'est sûr. Mais est-ce qu'on les touche tous ? Est-ce que tout le monde vient à la mission locale ? Voilà. Ceux-là, ils existent, c'est clair, mais peut-être qu'on les touche pas suffisamment et qu'il faut arriver à trouver des actions en coopération pour aller les toucher plus. Mais je suis pas sûre qu'on les voit. Je suis pas sûre que ce soit la majorité non plus, mais on les touche moins. En tout cas, ça c'est clair. Par contre, ce qui m'a vraiment étonnée, ce sont les 10% de contestataires, parce que ça, je m'y retrouve pas du tout. Okay. Alors,
c'est peut-être aussi le niveau de qualification. C'est lié au niveau de diplôme. Ça, je pense. C'est Voilà. ce que je disais tout à l'heure. Parce que c'est vrai que là, nous, on a plutôt des jeunes, très, très franchement, qui subissent. Qui subissent. Et c'est vrai que là, on parle de jeunes... Ils sont acteurs. Mais il faut qu'ils soient acteurs. Je crois que c'est ça, et qu'il faut faire avec eux. Parce que c'est eux et c'est leur vie. Et c'est vrai que c'est un peu désespérant parce qu'on a des jeunes qui, effectivement, subissent. Ce que l'on trouve aussi, la typologie de plus en plus importante, vous avez parlé, je ne sais plus laquelle c'était, je confonds, mais c'est les jeunes qui ont des problèmes d'orientation. Évidemment, on a des mineurs. Donc ça, ceux-là, oui, on les trouve de plus en plus. C'est l'insertion différée. L'insertion différée. Ceux-là, effectivement, ça augmente. Mais après, bon, c'est vraiment surtout les facteurs d'opportunité qui sont complexes, puisqu'on est un territoire qui commence à avoir plus de vie, mais qui quand même, c'était le déclin. Voilà, il n'y a pas trop d'opportunités au niveau emploi, et puis c'est des grandes barres qui... Alors après, on peut aussi parler du reste du territoire de la mission locale. Est-ce que vous faites des différences entre les jeunes du Créonais, par exemple, ou d'autres intercommunalités qui sont un petit peu plus loin de la métropole, par rapport aux jeunes des QPV? Est-ce que vous faites une différence finalement entre ces jeunes qui vivent dans des cadres de vie assez différents? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Alors, il va y avoir effectivement un réel problème de mobilité pour ceux qui sont en milieu plus rural, parce qu'il y a des problèmes de locomotion, ça c'est clair, on en parlait tout à l'heure. Donc ça va être... c'est assez différent. Après, il peut y avoir, en fonction des communautés de communes que l'on a, des jeunes plus diplômés quand même, et quelque part plus autonomes, parce qu'ils ont dû toujours se débrouiller pour se déplacer, pour aller au collège, pour aller au lycée, etc. Plus autonomes que ceux des quartiers prioritaires. Qui ont une offre de transport à Oui. portée de Oui, pied. Oui, mais c'est autre chose qu'il faut... je sais que beaucoup ont du mal à appréhender ça, mais ils ont même du mal à passer d'un quartier à l'autre. Donc c'est d'autres choses qu'il faut aborder là avec eux. Mais sur le reste, très franchement, sur l'isolement des jeunes actuellement, parce que par contre, on n'a pas trop de violence. Franchement, c'est pas... Dans les entretiens, vous parlez dans les entretiens, le rapport au personnel de la mission locale? Ah oui, non, Ouais. là, ça c'est très clair. Par rapport aux années 80 où c'était plus, plus violent. Non, mais par contre, les jeunes, je ne sais pas s'ils ont retourné vers la violence, mais c'est un isolement. C'est des problèmes psychiques, c'est un enfermement. C'est beaucoup plus ça, et que ce soit en milieu rural ou que ce soit dans les quartiers prioritaires. Franck, même question. Comment le Grand Villeneuvois se retrouve dans cette étude? Alors en sachant que le Grand Villeneuvois fait partie avec le quartier de Bastide de l'étude. Comment tu te retrouves dans cette typologie? Alors, ce qui nous a marqué entre collègues et entre partenaires, parce que c'est quand même ça le grand bénéfice nous qu'on a retiré de l'étude, et je remercie encore Jean-Philippe pour son intervention, parce que mine de rien, ça nous a permis d'une part de nous retrouver entre agents des collectivités, ce que je suis, représentants de la mission locale, des clubs de prévention spécialisés, du tissu associatif, de France Travail également, puisqu'ils ont aussi participé aux ateliers de restitution. L'étude, elle nous a permis déjà de réfléchir à ce que c'était que nos pratiques et le regard qu'on portait sur les jeunes qu'on est amené à croiser, parfois accompagner, à aider de façon un peu globale. Et ce qui nous a marqué tous, c'était la faiblesse d'impact que pouvait avoir le facteur culturel sur les questions d'insertion. C'était vraiment la question de l'opportunité de ce facteur-ci qui, pour notre territoire, était véritablement le plus prégnant, et je crois que c'était ça, le grand apport du travail qu'on a fait ensemble. Oui, tout à fait. Alors, deux petites remarques, du coup je commence par celle de Franck. L'atelier donc à Villeneuve-sur-Lot a été très intéressant parce que j'ai présenté les 7 types de manière un peu plus détaillée que ce matin. Et puis tout de suite, la discussion a tourné. Mais finalement, dans notre cas, il ne semble pas que le facteur culturel soit le facteur dominant qui freine au fond, qui freine un peu l'insertion professionnelle des jeunes. Ce qui veut dire que le territoire, bravo, s'était emparé de la typologie d'une certaine manière, de sa compréhension, parce qu'il faut quand même s'en emparer, il faut comprendre ces 4 facteurs, voir comment ils s'articulent. Et du coup, vous avez dit, mais au fond, nous, les jeunes qu'on a, ils souhaitent quand même
dans l'ensemble travailler. Et c'est plutôt des freins qui vont faire qu'ils ont des soucis d'insertion. Donc je pense que ça c'est à souligner, ça confirme un petit peu ce qu'on dit. Puis par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, effectivement, j'habite Bordeaux, je connais un petit peu les territoires des Hauts-de-Garonne sur lesquels je travaille, mais sur d'autres thématiques, pas forcément l'emploi. Et effectivement, le cas qui ressemble le plus au vôtre, c'est Beaubreuil à Limoges. Et là, on a un peu tous les mots MAUX de ces quartiers qui... Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que vous vous retrouvez dans plusieurs types, au fond, d'une certaine manière, à l'exception du premier, l'insertion réaliste et programmée, compte tenu, effectivement, de la faiblesse des trajectoires scolaires et des diplômes obtenus par les jeunes. Donc ça confirme, dans l'ensemble, ce qu'on a trouvé, quoi. Et Franck, même question qu'à Muriel. Comment on peut caractériser la jeunesse sur le territoire? Est-ce que c'est un peu pareil partout, où il y a des caractéristiques singulières sur le fait d'habiter dans la ville-centre et dans ce quartier de centre-ville? De façon générale, les jeunes qui habitent dans le quartier prioritaire, en fait, n'ont pas développé ce sentiment d'appartenance au quartier, parce que, comme on le disait tout à l'heure, en fin de compte, c'est avant tout une construction administrative, et il n'a pas la consistance d'un quartier à proprement parler. En fin de compte, il n'y a pas véritablement de spécificité du jeune du quartier prioritaire par rapport à un jeune du territoire du Grand Villeneuvois de façon générale. Ils fréquentent, qu'ils habitent dans les bourgs les plus ruraux ou dans le centre-ville, ils fréquentent les mêmes établissements scolaires, ils sont orientés de la même façon et par les mêmes personnes, ils sont en proie globalement aux mêmes difficultés. Donc véritablement, il y a une espèce de communauté véritablement entre les jeunes du quartier et les jeunes qui sont en dehors du quartier. Et d'ailleurs, la plupart des jeunes qui gravitent dans le quartier, on doit le dire comme ça, sont plus des jeunes usagers que de jeunes habitants, puisqu'ils y viennent, parce que mine de rien, ça reste aussi un quartier de centre-ville qui représente quand même un attrait par ce qu'il peut représenter en termes d'une part de présence d'autres jeunes et d'activités qu'il peut proposer. Alors, est-ce que vous pouvez un peu illustrer la manière dont laquelle vous accompagnez les jeunes, peut-être avec une ou deux actions que vous jugez pertinentes au regard justement des enjeux alors vous avez parlé de la mobilité, vous avez parlé des gardes d'enfants, de la santé mentale. Est-ce que vous pouvez nous partager peut-être un ou deux types d'accompagnement que vous faites et qui vous semblent répondre notamment à ces typologies de jeunes demandeurs d'emploi? Alors, moi, si je devais prendre une expérience qui me semble intéressante, parce que ce qu'il y a de compliqué, c'est de raccrocher les jeunes en termes de liens. C'est pas que par rapport au travail. Je disais bien, on est dans un accompagnement. C'est l'approche globale, et c'est compliqué. Et effectivement, tous veulent travailler, mais il y a, ou ils l'expriment ainsi. Mais après, il y a des freins qui sont à lever. Et je crois qu'il y a des découvertes à faire. Et on travaille aussi beaucoup par rapport à ça sur l'engagement. Parce que, il nous semble important que les jeunes retrouvent du lien. Je disais qu'ils étaient très isolés, qu'ils s'engagent, voilà. Et on les écoute. Alors je l'ai entendu tout à l'heure, ça me faisait plaisir, merci. Mais je crois que, parce qu'il me semble que pour accompagner correctement alors c'est multifactoriel, toutes les difficultés, mais pour accompagner correctement les jeunes, il faut pouvoir prendre le temps. Et c'est vrai que là, on a des injonctions. Il faut que les jeunes aillent vite. Il faut vite trouver de l'emploi, pas forcément celui qu'on voulait, etc. Alors que ça ne marche pas quand c'est comme ça. Quand on pousse les jeunes à aller sur, certes, des secteurs porteurs, mais s'ils ne les ont pas choisis, ils ne vont pas y rester. Hein. Ou ils n'y vont pas, ou ils ne vont pas y rester. Il faut prendre le temps de construire. Quand on préparait, je le disais aussi, est-ce que nous, à 16 ans aussi, on savait ce qu'on voulait faire ? Je ne sais pas. Mais là, ceux qui ont un faible niveau de qualification et qui ont 16 ans, tout de suite, il faut qu'ils y aillent. Et c'est difficile, quoi. Et donc, pour prendre le temps et pour découvrir aussi, parce que souvent, il y a une méconnaissance quand même de ce qu'est l'entreprise, on a mis en place, c'était en 2009, je crois, et là, on l'a bien réactivé, une action qui s'appelle « Ma petite entreprise » en Aquitaine, pour permettre aux jeunes d'appréhender les mécanismes de production de la richesse des entreprises. Voilà, comment ça fonctionne, mais pas que. Parce que c'est une association et les jeunes font partie, il y a un collège des jeunes, c'est-à-dire là actuellement,
c'est un jeune qui est vice-président et on va avoir une AG. Ils sont 7 à être sur le collège des jeunes et ils s'engagent pour voir ce que c'est l'associatif, etc. et pour participer. Dans le cadre de ma petite entreprise en Aquitaine, qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ils font des prestations de services. Ça s'appuie sur les coopératives jeunesse du Québec, en fait, au départ. Et au départ, ils font des prestations de services qui leur étaient, les bourses, enfin, l'argent récupéré, leur était reversé au début sous forme de bourse par rapport à leurs projets personnels, professionnels, leur engagement dans l'association, leur engagement dans les prestations. Et là, je tiens à le noter parce que là, ça me tient vraiment à cœur. Les jeunes qu'on a actuellement, ils ont fait le choix de vouloir monter, mais on les laisse faire. Et ils cheminent petit à petit de vouloir monter un festival sur les Hauts-de-Garonne, de lutte contre les discriminations, toute forme de discrimination, et sur la transition écologique aussi. Ça veut dire que l'argent qu'ils récupèrent, ils le réinvestissent pour le festival et non pas pour eux. Donc je trouve quand même que c'est assez exemplaire et il y en a beaucoup qui accrochent là-dessus et petit à petit, il y a des nouveaux qui viennent parce que c'est un espace de parole. Ils proposent, ils font des prestations aussi avec d'autres partenaires, avec des associations. Je crois que ça commence par là, c'est-à-dire on se remet dans le bain, on se remet dans la vie sociale, on rencontre des personnes, ça crée du réseau aussi, parce que c'est ça aussi souvent le problème. On ne peut pas se rattacher, on n'a pas de réseau, mais ça vient naturellement. Et là, franchement, je prends cet exemple parce que c'est exemplaire au niveau de leur engagement. Et ce genre d'exemple peut être pour certains la première expérience du rapport à une activité ou au travail, mais sous un angle collectif et à impact social positif. Tout à fait, le collectif est important. Ouais. Et d'ailleurs, la première expérience, quand on avait mis en place la première session, maintenant ça fonctionne de manière permanente, c'était sur Lormont. Et c'était très drôle parce que quand on a fait le bilan, on ne s'attendait pas à ça au niveau d'impact. Ce que les jeunes nous ont dit, c'est « Ouf, la vraie vie, c'est pas facile, on va peut-être retourner à l'école. » Franck, est-ce que tu as une expérience à partager d'une action particulière dans la manière d'accompagner la jeunesse ? Oui, alors j'aurais partagé une action en particulier, mais avant ça, moi je voulais souligner le fait que quand même, dans un contexte économique un petit peu compliqué, où l'emploi privé est difficile parfois à atteindre, Muriel parlait de donner une première expérience du rapport au travail. Nous, du côté de la collectivité pour laquelle je travaille, c'est aussi une façon d'engager notre responsabilité sociale, notre responsabilité territoriale, que de servir aussi de support de stage, d'emploi saisonnier parfois, d'emploi aussi parfois un peu plus pérenne pour les jeunes du territoire et des deux quartiers pour le coup qu'on a sur le territoire de l'agglomération. Et c'est une première façon déjà d'agir et qui n'est pas anodine, puisque la collectivité territoriale avec le pôle hospitalier, c'est grosso modo le deuxième employeur public sur notre bassin d'emploi. Et il y a véritablement cette volonté du côté de nos élus et de nos collègues de fournir des opportunités d'emploi aux jeunes du quartier prioritaire d'une part, mais aussi plus largement de l'agglomération d'autre part. Et alors on a mis en place, enfin c'est une des deux communes, puisqu'à côté du quartier prioritaire de Villeneuve, il y en a aussi un petit à Sainte-Livrade-sur-Lot. Et dans ce quartier prioritaire, il y a un avantage fondamental, c'est qu'au milieu coule une rivière à proprement parler. Il y a une petite base nautique et parce que je voudrais parler un petit peu du mouvement des régies aussi, parce qu'à côté des missions locales, il y a cette histoire aussi des régies de quartier, des régies de territoire qui sont quand même des leviers puissants d'insertion professionnelle. Et nous, on a une régie de territoire qui est extrêmement active et ce qu'on propose, la commune de Sainte-Livrade en particulier, à 4 jeunes pendant l'été qui ont été auditionnés, qui ont un projet professionnel, mais qui ont cette difficulté majeure dans notre territoire, c'est qu'ils ne peuvent pas se financer un permis de conduire. On leur propose en fait de participer à la gestion d'une petite cafétéria solidaire qui est tenue par la régie de territoire de la vallée du Lot, ce qui fait que contre du temps de travail, on leur finance, la commune, leur finance l'examen du permis de conduire à la fin de l'été, ce qui leur permet d'une part de lever ce frein qui n'est même pas un frein périphérique, c'est un frein central, parce que quand on habite dans un territoire très très rural, ne pas pouvoir avoir une voiture, c'est quand même un grave souci. Et en même temps, ça permet de se donner une première expérience sur un mois de travail
où on se consolide, où on réapprend les horaires de travail, la gestion d'une caisse, la gestion d'une entreprise, de façon globale, un peu sur le modèle des coopératives. Et ça, je trouve que c'est le genre d'initiative que nous, du côté des collectivités territoriales, on peut mettre en œuvre avec l'appui du monde associatif et qui permet de faire du bien à ces jeunes-là. Donc c'est la régie de territoire qui porte cette initiative. Tout à fait. Ok. Merci Franck. Jean-Philippe, je reviens un petit peu en arrière sur l'étude. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise dans votre travail, dans le processus, dans le déroulé, des points positifs ou négatifs ou des difficultés? Alors, la première chose qui nous a un peu surprise, c'est la difficulté quand même à réaliser ces entretiens. Pour que tout le monde soit un peu au courant, de mémoire, on aurait dû terminer ce travail il y a quasiment en janvier de cette année, et on a terminé l'étude de terrain, je crois, en juillet, pour deux raisons. La première raison, c'est que les territoires, les 4 territoires donc, de l'étude, ont eu beaucoup de mal, d'une certaine manière, à, entre guillemets, nous flécher des jeunes qui étaient d'accord pour réaliser des entretiens au téléphone avec des sociologues. Et alors, le territoire de Villeneuve-sur-Lot, en particulier, s'est beaucoup mobilisé, a mis des moyens, une médiatrice ou un médiateur, je me rappelle. Un médiateur, oui. Un médiateur, qui allait à la rencontre des jeunes, qui leur faisait remplir un petit questionnaire, etc. Mais même dans ce cas-là, donc première difficulté des partenaires à nous flécher des jeunes. Puis deuxième difficulté, et ça, je commence à avoir un certain âge, mais ça ne m'était jamais arrivé, difficulté à faire les entretiens avec les jeunes qui étaient fléchés. Et donc là, on a carrément eu des jeunes qu'il a fallu contacter 2 fois, 3 fois, 4 fois avant de réaliser les entretiens. Et puis parfois, on n'y arrivait pas du tout. Parfois, ils nous mettaient même en message rejeté, là je ne sais plus comment ça s'appelle, là, sur bloqué, les appel bloqué sur les portables, et du coup on repartait vers les partenaires pour avoir de nouveaux contacts. Dans le cas de Bressuire même, on peut le dire, c'est pas un secret d'État, on a dû aller sur le territoire une journée pour réaliser les entretiens, parce que ces entretiens au téléphone, au fond, ça ne fonctionnait pas. Alors, donc 2 difficultés. Je vais dire pourquoi quand même on avait fait, nous, ce choix rapidement, pour des raisons économiques, pour des raisons écologiques, et aussi parce que, j'en ai parlé tout à l'heure, en 2021, on avait fait une étude sur le retour hypothétique à l'emploi des bénéficiaires du RSA pour le département des Landes, et c'était juste à la sortie de la Covid, et il nous avait imposé les entretiens au téléphone pour qu'il n'y ait pas de contact, pas de risque. Et avec Antoine Véritou, on avait été très dubitatif, et on s'était aperçu à l'expérience qu'au contraire, ça avait même plutôt tendance à libérer la parole. Et on s'est dit, on va proposer la même chose à Pécuniaire, mais là, dans ce cas-là, ça a été beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Vous voulez réagir là-dessus sur la difficulté ou non de mobiliser des jeunes pour autre chose que ce pourquoi ils viennent à la mission locale finalement? Est-ce que c'est facile de les solliciter, de les sursolliciter? La réponse est un peu dans ma question. Oui, c'est effectivement, on a souvent, mais même quand ils viennent pour aller sur une formation, pour découvrir des métiers, parce que je pense que c'est bien d'aller quand on peut, dans les entreprises, il faut du concret, quoi. Il suffit pas de parler. Les jeunes, il leur faut du concret. Bon, c'est souvent qu'ils ratent les rendez-vous quand même. Ça, il faut être clair. C'est ce qui se passait avec nous. Il faut revenir en permanence. Et puis au bout d'un moment, ça vient. Et puis trouver quelque chose qu'ils accrochent pour les remobiliser. Alors nous, on part souvent ou sur l'art, le sport, la culture. Il y a d'autres choses. Enfin, c'est important aussi de partir de ça, ou de jeux, puisqu'ils sont quand même souvent adeptes de jeux. Et après, voilà, il faut les accrocher, ils viennent. Mais c'est vrai que c'est souvent qu'ils ne viennent pas, des rendez-vous. Bon, alors on poursuit. J'avais annoncé qu'on s'arrêterait vers 12h10, ça sera peut-être 12h15. On a encore quelques échanges à avoir. Jean-Philippe, je vous propose d'enchaîner sur des éléments d'ouverture de l'étude.
qui vont, j'espère, susciter quelques petites réactions aussi de nos deux témoins. Vincent, est-ce que tu peux mettre la... Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Oui, quand on a préparé le webinaire, on s'est dit qu'on allait terminer un peu sur trois éléments. Premier élément sous forme interrogative, là, des jeunes qui ressemblent aux adultes. Donc je vais vous donner la réponse tout de suite. Au fond, dans notre étude, en particulier sur les facteurs culturels, on n'a pas le sentiment que les jeunes se particularisent d'une manière qui serait négative par rapport au travail. On a vraiment interviewé pas mal de jeunes qui sont, je le rappelle, dans une éthique du travail, même prêts à accepter un peu n'importe quoi comme job pour travailler et avoir un petit peu d'argent. Alors, c'est notre étude, elle n'est pas représentative, etc. Cela dit, on va s'éloigner de notre étude, et il se trouve que l'année dernière, au printemps, il y a eu une très grosse étude qui a été réalisée par l'INJEP et le CREDOC. Et cette étude, elle est originale parce qu'elle a comparé les réponses de 2 échantillons. Des jeunes âgés de 16 à 30 ans et un échantillon d'adultes âgés de 30 ans et plus. Et c'est exactement les mêmes questions sur le rapport au travail qui ont été posées aux 2 échantillons. Et il y avait 3 types de questions. Il y avait des questions sur les critères de sélection d'un emploi. Qu'est-ce qui fait que j'accepte ou pas un emploi? Il y avait des questions sur l'organisation du travail. Et il y avait des questions sur les facteurs de démission. Pourquoi éventuellement vous quittez une entreprise? Je vais juste prendre 1 ou 2 exemples sur les facteurs auxquels les individus sont attachés pour accepter ou pas un emploi. Il y en a 2 essentiellement. Grosso modo, 50% des jeunes le disent, 50% des plus âgés, donc il n'y a pas de différence. Le premier, c'est le salaire, ce qui n'est pas une grande surprise. Et le deuxième, qui est apparu plus récemment, mais qui mobilise autant les adultes que les jeunes, c'est la capacité à concilier la vie privée et le travail professionnel. Là-dessus, ce n'est pas une demande de jeunes, c'est une demande de jeunes et d'adultes, il n'y a pas de différence. Quand on regarde, je vais à la fin, quand on regarde les facteurs de démission éventuels, il y en a 2, il y a le stress au travail et la charge de travail, et puis il y a les difficultés de relation avec la hiérarchie. On est pareil à 50%, il n'y a pas de différence entre les jeunes et les adultes. Donc, la littérature, au fond, sociologique, aujourd'hui, qu'elle soit quantitative ou qualitative, elle montre plutôt qu'il n'y a pas de spécificité des jeunes dans le rapport au travail. Là aussi, ça va contre les idées reçues. Ça va contre les idées reçues. On parle souvent des jeunes comme étant des ovnis qui ne nous comprennent pas ou que les acteurs des politiques publiques ont du mal à saisir. C'est pas... Voilà. Donc là, je conseille aux personnes qui nous regardent d'aller regarder donc, l'étude INJEP-CREDOC et l'étude de l'Institut Montaigne aussi, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Deuxième conclusion un peu d'ouverture, la place des femmes dans tout ça, ou la place des jeunes femmes. Est-ce qu'il y aurait un rapport spécifique des jeunes femmes au travail? Nous, dans notre étude, alors sur une trentaine d'entretiens, c'est compliqué d'avoir une analyse, pour parler comme les sociologues d'aujourd'hui, genrée du rapport au travail. Mais il nous semble qu'on peut faire 2 hypothèses. Il nous semble que les jeunes femmes ont des projets d'insertion globalement plus réalistes que les garçons ou que les jeunes hommes. Alors ça peut être lié au fait qu'en principe, elles maîtrisent un peu mieux que les garçons leur trajectoire scolaire. On sait que les filles réussissent un petit peu mieux à l'école que les garçons. Elles font moins de choix par défaut que les garçons. Alors c'est peut-être un peu ce qui peut expliquer que les projets seraient plus réalistes. Et enfin, deuxième élément, alors, qui va être confirmé par le rapport INJEP, c'est que bien évidemment, elles sont un peu plus impactées que les garçons par les fameux facteurs d'opportunité, et en particulier un facteur d'opportunité qui est la garde des enfants. On a interviewé quantité de jeunes femmes qui étaient seules avec 1, 2, des fois plus d'enfants. Ben là, ça devient très très compliqué. Et les mineurs en plus. Des mineurs, tout à fait. Bon.
Et alors ça, c'est confirmé par le rapport INGEP, par exemple, qui a posé cette question donc sur la conciliation vie privée, vie professionnelle. Et le rapport montre qu'il y a un écart significatif entre les réponses des femmes et les réponses des hommes, les femmes étant, ce qui est un peu logique, mais là on le voit en chiffres, plus impactées par cette difficulté à concilier vie professionnelle et vie privée. Puis enfin, la troisième, en guise de conclusion, d'une certaine manière, la troisième conclusion d'ouverture, c'est qu'on peut se poser la question de est-ce que la typologie qu'on a pu construire, donc les 7 types, les 7 modalités d'insertion, serait-elle spécifique aux quartiers prioritaires dans lesquels vous travaillez, ou est-ce qu'on peut faire l'hypothèse qu'elle pourrait aussi s'adapter à d'autres territoires urbains, ruraux, mais hors quartiers prioritaires de la politique de la ville. Alors, nous, on ne peut pas répondre à cette question comme ça. Il faudrait faire une autre étude, éventuellement PQNA, si vous voulez y participer, on est d'avance d'accord. Par contre, ce que je peux dire plus sérieusement, c'est que lors des ateliers collectifs qu'on a pu réaliser avec des partenaires, notamment à Villeneuve, le sentiment que les acteurs professionnels avaient, c'était que des jeunes d'autres types de territoires, hors politique de la ville, pouvaient être dans les types qu'on a prévus. Alors, voilà. Nous, on pense que cette typologie, alors, pas employer de grands mots, elle n'est pas forcément universelle, mais elle peut être généralisée dans d'autres territoires. Il faudrait voir. Et si on allait sur d'autres territoires, peut-être trouverions-nous aussi d'autres types, un 8e, un 9e, que sais-je, que nous n'avons pas mis en œuvre, que nous n'avons pas trouvé là. Merci Jean-Philippe. Est-ce que ce que vient de présenter Jean-Philippe amène des réactions de votre part sur la place des femmes, jeunes, adultes, ou le côté un peu interterritorial, urbain-rural? Est-ce qu'il y a des commentaires? Moi, je rejoins sur le fait que jeune adulte, je ne crois pas qu'il y ait trop de différence, vraiment. Là, c'est sûr. Sur l'aspect des territoires, je pense effectivement, de toute façon, il y a des différences entre les quartiers, déjà. Donc, je pense effectivement qu'on retrouve ces types de jeunes aussi en milieu rural. Et après, il va y avoir des différences. Il y aura plus d'un tel, un tel. Oui. Voilà. La seule chose, c'est que quand même, on n'y est pas revenu, mais il y a quand même de la discrimination. Ça, je tiens à le dire. Enfin, nous, il y a quand même des quartiers qui sont discriminés. Et pour trouver, au niveau de l'emploi, on a vraiment un travail à faire auprès des employeurs et des entreprises, parce que, alors c'est d'un côté et de l'autre les représentations, mais la discrimination était là. Par contre, là où moi je vois une difficulté par rapport à ce que vous disiez, c'est chez les jeunes femmes. Chez les jeunes femmes, parce qu'effectivement, il y a le problème de la garde, ce sont souvent elles. Alors là, je parle du territoire sur lequel j'interviens. Hein. Il y a aussi beaucoup de violences intrafamiliales, et vraiment, et c'est en augmentation. Donc c'est compliqué pour les jeunes femmes, même si elles sont plus diplômées ou plus qualifiées au départ, d'avancer par rapport à l'emploi. Et là, le facteur religieux peut intervenir aussi, je tiens à le dire, parce que effectivement, si je ne veux pas retirer mon voile, il faut être clair. Eh ben, je perds tout un tas d'emplois, et à un moment donné, ça devient plus prégnant, c'est plus impactant chez les femmes par rapport au fait qu'elles trouvent un emploi. Franck, une dernière prise de parole? Non, mais encore une fois, voilà, le travail qu'on a mené avec Jean-Philippe, ça montre aussi la grande variété de ce que c'est que la politique de la ville aujourd'hui, et par rapport à ce que décrit Muriel, et notamment par rapport aux jeunes femmes, on n'a pas véritablement le même genre de sujet sur le territoire dans lequel je travaille, mais encore une fois, parce que, et au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est très sensible, on a des quartiers qui sont extrêmement différents dans leur forme, dans les enjeux qu'ils représentent, même si les enjeux d'emploi, de mobilité, de logement, d'accès aux soins et de soutien en termes de santé mentale, ce sont des enjeux qu'on partage tous. Il y a effectivement ce sujet de la discrimination. Il y avait un sujet il y avait une question dans le chat ou une remarque sur le fait de mettre en place une étude parallèle sur le rapport du monde du travail aux habitants des QPV. C'est pertinent parce que c'est vrai. Et même dans un quartier qui est un quartier de centre-ville comme le nôtre, il y a quand même quelques jeunes qui, en répondant à l'étude, ont indiqué que
ils vivaient quand même leur appartenance au quartier comme une espèce de marque dont il fallait aussi réussir à effacer la trace pour pouvoir réussir son insertion. Qui ont parlé de discrimination. Oui, tout à l'adresse, encore une fois. Donc même dans des quartiers, finalement, de centre-ville, a priori extrêmement intégrés dans leur environnement urbain, ça reste un sujet et c'était intéressant de le remarquer. Merci à tous les trois. Je voudrais apporter quelques éléments pour conclure. D'abord, vous dire que vous allez recevoir à l'issue de ce webinaire des éléments de restitution. Donc, il y a eu des questions. Est-ce qu'on peut avoir les typologies? Vous allez avoir tout ça. Jean-Philippe Guillemé a rédigé un article qui synthétise toute cette connaissance qui va être en ligne dans les prochains jours. Donc, vous allez être destinataire, merci, de ces éléments qui vous permettront de mieux encore saisir les grands enseignements de cette étude. Je voulais vous dire que nous, en 2026, on souhaitait prolonger ce travail qui a été engagé avec cette étude pour être un petit peu plus dans l'action. On voudrait nous réunir des équipes projets emploi qui pourraient réunir sur chaque territoire France Travail, l'ADETS, une interco, la mission locale et un ou deux opérateurs peut-être emblématiques pour poser un diagnostic des profils de jeunes qui sont présents sur leur territoire à partir de la typologie qui a été présentée ce matin pour, si besoin, le cas échéant, re-questionner les modalités d'intervention en fonction des profils. Donc on va essayer de construire ça en début d'année 2026 pour proposer une animation sous forme de séminaire qui pourrait être délocalisé en région et qui réunirait donc des équipes projets emploi de plusieurs territoires pour réfléchir dans une même journée à la fois individuellement territoire par territoire, mais aussi collectivement en interterritoire pour faire du réseau et se questionner collectivement sur les modalités d'action auprès des jeunes. Donc on vous en dira plus en début d'année 2026, je pense. Et pour terminer, je vous partage l'un de nos prochains rendez-vous qui a un rapport avec le sujet de ce matin. PAI Quartier de Nouvelle-Aquitaine organise le 23 janvier une rencontre régionale sur la thématique des alliances éducatives qui s'adresse à tous les acteurs qui contribuent à la réussite éducative des enfants et des jeunes, des QPV. Et ça concerne donc les jeunes de 0 à 26 ans. Donc lors de cette journée, on parlera d'insertion, on parlera d'orientation, on en a parlé tout à l'heure. C'est donc le 23 janvier à Bordeaux. Donc merci à nos trois intervenants d'avoir participé à cette web conférence ce matin. Merci à tous les participants et désolé parce qu'il y a eu une ou deux questions, mais vous aurez les réponses dans les éléments qu'on va vous envoyer a posteriori. Et on vous dit à bientôt sur notre site et en présentiel ou en distanciel pour de prochains rendez-vous. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.